Alors, je commence cette fiche consacrée à l'environnement dans les relations internationales. Donc, on peut rappeler que la COP 28, la 28e conférence des parties, s'est tenue aux Émirats Arabes Unis. Elle a permis d'engager un mouvement international en faveur de la sortie des énergies fossiles, ce qui était une performance dans un État, les Émirats Arabes Unis, qui est un gros producteur de pétrole. Alors cette avancée des négociations s'explique par le contexte international qui est très grave sur le plan climatique. Le changement climatique se poursuit. Il a été diagnostiqué dans les années 80 par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et une négociation internationale s'est engagée. Donc l'environnement, qui était un peu secondaire dans les relations internationales, devient aujourd'hui un domaine très important. Alors, pourquoi est-il devenu un thème clé des relations internationales ? Pourquoi aussi ne fait-il pas toujours l'objet d'un vrai consensus international ? Deux questions, et donc deux parties. Donc, première partie, le développement durable est devenu un thème clé des relations internationales. Première sous-partie, d'abord parce que les menaces actuelles sur l'environnement sont historiquement très élevées. Alors, deux idées. Première idée pour rappeler que le droit de l'environnement est quand même assez ancien. Vous avez depuis la fin du 19e siècle beaucoup de traités bilatéraux sur la prévention des dommages que l'utilisation de l'espace peut produire pour un État. Et puis au 20e siècle, vous avez de grands traités qui ont été négociés. Par exemple, la Convention de Washington de 1973 sur la protection des espèces sauvages et menacées. Par exemple, le pangolin faisait partie de ces espèces. Mais cet ensemble de traités, deuxième point, apparaît aujourd'hui un peu décalé par rapport aux menaces qui pèsent sur l'environnement. Alors vous avez une réduction générale de la biodiversité, 30% des espèces seraient menacées de disparition d'ici 2050. Vous avez le phénomène de la déforestation, l'équivalent de la Grèce chaque année en termes de forêt disparaît. Et puis il y a la question bien sûr du changement climatique. Donc je parlais du GIEC tout à l'heure, on sait que si les États n'agissent pas, le niveau général des températures va continuer d'évoluer vers le haut d'ici la fin du XXIe siècle, sous l'effet des émissions de gaz à effet de serre. Donc il est nécessaire de se mobiliser, d'autant plus que ces changements climatiques pourraient provoquer des déplacements de population, des déplacés climatiques, donc des conséquences géopolitiques importantes. Alors dans ce contexte, et c'est mon petit 2, la notion de développement durable s'est imposée. Deux idées. Première idée, rappeler que c'est un principe qui a été défini par une conférence de l'ONU, la conférence de Stockholm en 1972. Et puis ensuite, la discussion s'est poursuivie, notamment dans les années 90, après la guerre froide, avec le lancement en 1992 du sommet de la Terre, du sommet de Rio, qui a fixé ce qu'on appelle l'agenda 21. Alors c'est une méthode de négociation internationale sous l'égide de l'ONU. Donc la méthode, c'est une déclaration de grands principes, suivie de l'adoption de conventions cadres, et puis ensuite de traités, de protocoles précis qui sont beaucoup plus contraignants. Et c'est mon deuxième point, le thème qui a été le plus discuté, ça a été celui justement du changement climatique. Donc le sommet de Rio avait fixé un grand principe, lutter contre ce changement climatique. En 1994, la Convention cadre des Nations Unies contre le changement climatique, la CCNUCC, est venue fixer un cadre général de négociation. Et puis dans ce cadre, vous avez eu des accords. Alors le traité le plus contraignant jusqu'à celui qui existe aujourd'hui, c'est le protocole de Kyoto, qui date de 1997, qui imposait en fait une réduction de 5% des émissions de gaz à effet de serre d'ici donc un objectif qui était à l'époque de 2012. Alors cet objectif, certains États pouvaient le dépasser. C'est le cas de l'Union européenne qui a pris des engagements beaucoup plus importants. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle a un objectif Fit for 55. Donc en 2030, elle veut avoir fait reculer ses émissions de gaz à effet de serre de 55% et arriver à la neutralité carbone en 2050.
Et pour cela, elle a plusieurs politiques qui sont en cours. La substitution des véhicules thermiques par des véhicules électriques, le développement des énergies renouvelables, et puis l'imposition d'une taxe carbone, MACF, aux frontières de l'Union européenne. Pour autant, malgré ces avancées, c'est ma deuxième partie, le développement durable, l'environnement ne fait pas l'objet d'un vrai consensus international. Alors pourquoi, première sous-partie, pourquoi n'y a-t-il pas union de la communauté internationale ? Eh bien, pour deux raisons. D'abord, premier point, parce que les pays émergents, les pays du Sud, se sentent peu concernés par l'environnement. Ils considèrent que les problèmes climatiques actuels sont le résultat de la révolution industrielle qu'ont connue les pays du Nord au XIXe siècle et au XXe siècle, et que eux doivent privilégier le rattrapage de leur économie. Alors ça, c'est le principe des responsabilités différenciées, qui a été reconnu dès 1972 à Stockholm, et qui veut dire que, en fait, par exemple, dans le protocole de Kyoto, seuls les pays industrialisés, seuls les pays de l'OCDE étaient visés par la réduction des gaz à effet de serre. Les autres pays pouvaient continuer leur développement. Alors le paradoxe, évidemment, c'est que les pays émergents sont aujourd'hui des pollueurs majeurs. Depuis 2008, la Chine est devenue le premier pollueur mondial, donc 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc petit à petit, l'idée qu'il fallait intégrer ces pays du Sud s'est développée. Deuxième point, les résistances des États du Nord. Donc beaucoup d'États du Nord renâclent à freiner leur croissance économique, en particulier les États-Unis. Donc les États-Unis, c'est un émetteur majeur qui n'a pas ratifié le protocole de Kyoto, à la fois pour s'opposer à la concurrence avec la Chine, et puis aussi parce que il y avait l'idée que d'autres manières de faire étaient possibles. Par exemple, le progrès technologique pouvait permettre une croissance moins polluante et éviter qu'on passe par des restrictions au gaz à effet de serre. Donc le résultat, c'est que la place des États-Unis est toujours un peu compliquée dans la négociation internationale. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec les positions du président Trump qui, dans sa deuxième candidature, donc promet un certain nombre d'assouplissements sur le plan de l'environnement. Alors, ce contexte international explique, et ce sera mon petit 2, que les pistes pour placer l'environnement au centre des relations internationales existent, mais ne sont pas toujours faciles à appliquer. Deux pistes qu'on peut citer. Première piste, renforcer le système international, les organisations internationales qui travaillent sur cette matière. Donc là, il faut rappeler que au sein de l'ONU, vous avez le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est basé à Nairobi depuis 1972. Il prépare les conventions sur le sujet. Mais vous avez aussi des commissions des Nations Unies qui travaillent sur l'environnement dans le cadre de l'ECOSOC. Vous avez des institutions qui travaillent sur ce même sujet dans la Banque mondiale. Et donc, une des propositions faites par les partisans de l'environnement, c'est de créer une organisation mondiale de l'environnement qui réunirait toutes ces institutions. La France aussi, elle a proposé un pacte mondial pour l'environnement qui serait de niveau équivalent à celui au pacte de 1966. Bon, alors ces propositions sont intéressantes, mais s'agissant de l'OME, l'Organisation mondiale de l'environnement, elle n'a toujours pas été mise en œuvre parce que il y a des résistances de certains États à créer de nouvelles organisations internationales après celles qui existent aujourd'hui. Donc on s'est plutôt axé sur le deuxième axe, qui est le renforcement des traités. Alors, Kyoto s'est terminé en 2012 avec un bilan qui était positif. On a atteint les moins 5%, mais c'était surtout parce que la Russie est rentrée dans Kyoto et comme son économie s'était effondrée dans les années 90, ça faisait beaucoup baisser les émissions de gaz à effet de serre par rapport au seuil qui avait été retenu, c'est-à-dire 1990. Le problème, c'était de trouver un successeur à Kyoto. Donc on est arrivé avec la signature des accords de Paris en 2015. Cet accord est intéressant parce que d'abord il est entré en vigueur en 2020. Il fixe
un objectif de limite du réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle, 1,5 degré si possible. Et c'est un accord universel, c'est-à-dire qu'il comporte à la fois des obligations sur les États développés, mais aussi sur les États émergents, les États du Sud. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'objectif chiffré, comme le précédent accord de Kyoto, et donc c'est chaque État qui, sur une base volontaire, va expliquer aux autres les mesures qu'il prend contre le changement climatique. Par ailleurs, cet accord prévoit un fonds vert de 100 milliards de dollars qui a été créé, donc qui est basé à Séoul, et qui doit aider les pays émergents à faire la transition vers des systèmes d'énergie moins polluantes. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces négociations internationales ? Donc elles vont se poursuivre avec l'organisation de la COP29 à Bakou. Donc l'idée, c'est toujours de mettre en œuvre l'accord de Paris. L'Union européenne, dans ce contexte, elle a plutôt une position très avancée. Elle incite les autres acteurs, notamment les pays du Sud, la Chine, à se conformer aux accords de Paris. Donc la Chine a notamment accepté de réduire ce qu'elle appelle son intensité carbone, donc c'est-à-dire le nombre d'émissions de gaz à effet de serre par point de croissance. Et puis l'Union européenne veut aussi impliquer bien sûr les États-Unis. Mais elle-même est confrontée à des difficultés d'ordre interne, le ralentissement de la croissance économique, on le voit avec le rapport Draghi, fait qu'au sein de l'Union européenne, certains se demandent si les exigences climatiques que l'Union défend sont compatibles avec le maintien de sa compétitivité. Et donc il y a un débat difficile sur les dates de la transition et les formes qu'elle doit prendre, sans compter la question de son financement.